Monsieur Servan-Schreiber, merci, c'était fort intéressant. Alors vous avez dit les maths, personne n'aime ça. Eh bien ce soir, on va montrer un tout petit peu, j'espère, que c'est aussi dommageable que regrettable. Est-ce que la mutualisation de l'économie peut servir la cause du capitalisme? Est-ce que l'intelligence collective peut servir la cause du capitalisme? On va en parler avec vous, bien entendu, mais aussi avec des panélistes de choix, notamment Jacques Craé. Alors Jacques Craé, on ne le présente plus, président de l'Union wallonne des entreprises. Il est également le patron de Cosucra. Si vous ne le savez pas, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les ingrédients alimentaires. Je me demandais de rejoindre le pupitre, comme on dit. Nous avons également Thomas Lederer, qui est un spécialiste de la mutualisation de l'économie, qui est professeur ici aussi à l'Université de Louvain. Nous avons M. Philippe Chevalier également, qui est président de Insights, qui est une société qui a été fondée il y a déjà pas mal de temps, qui est une spin-off de l'UC Louvain, qui est spécialisée donc dans l'intelligence artificielle au service de deux secteurs essentiellement. Détrompez-moi, c'est la mobilité et l'énergie. Et vous êtes également professeur à l'UC Louvain. Alors, merci à tous les quatre d'être là. Je vais peut-être commencer par une petite bête question. Je suis un néophyte en la matière. La mutualisation de l'économie, c'est quoi? Si vous devez dire ça en 2 minutes, parce qu'on a une bonne demi-heure pour en parler. Ça, c'est tout à fait juste. Et donc, ils vont essayer de relever la qualité du débat malgré tout. Alors, très bonne question. Est-ce que tout le monde m'entend? Je vais essayer de parler fort. Ça marche? Ok, fantastique. Donc la mutualisation de l'économie, qu'est-ce que c'est? En fait, alors pour moi, cette question, en fait, en tout cas dans mon expérience, est née d'une question d'un CEO en fait qui avait un think tank à sa disposition et qui, il y a une dizaine d'années, leur a demandé, tiens, moi chaque année, je demande à mes équipes de faire plus. Vous avez fait 2% de croissance l'an passé, l'an prochain, faites-moi 3%. Vous avez fait 16% de profit, faites-moi 17%. Et en fait, après avoir fait ça plusieurs années, à un moment, il s'est tourné vers son think tank et il a dit, mais moi, je demande plus chaque année. À un moment, où est-ce que je m'arrête? Est-ce que je dois m'arrêter à 20% de profit? Et donc, ce think tank a un petit peu réfléchi et puis est revenu avec une réponse en disant, en fait, là où, alors en soi, le fait de demander plus n'est pas un souci. Là où ça devient un souci, c'est si ce que vous demandez, en fait, va amener à prendre et en fait à détruire de la valeur parce que vous prenez tellement autour de vous qu'en fait, vous détruisez plus que vous ne créez. Et donc, c'est cette idée-là qui a derrière le mot mutualité. C'est un petit peu, on pourrait appeler ça win-win, mais donc c'est d'arriver à en fait avoir de l'activité qui est contributive à la fois pour l'entreprise et aussi pour toutes les parties prenantes tout autour. Et donc de cette question-là, en fait, est né pas mal de recherches sur lesquelles en fait finalement, on a montré que en fait, ça valait la peine, ça rejoint un petit peu ce que monsieur Servan-Schreiber vient de dire, ça valait la peine d'aller vraiment chercher de l'intelligence beaucoup plus loin que ce qu'une entreprise fait habituellement. Par exemple, on a fait des études d'écosystème pour des entreprises où, au lieu d'aller voir les fournisseurs, les clients et les 3-4 parties prenantes autour, on va interroger des centaines de personnes et on va identifier 60, 70 types de parties prenantes différentes qui, pour certaines, sont très éloignées, mais auxquelles on est arrivé simplement en demandant à des gens, voilà. En réunissant tout ça, on arrive à créer une vision d'un écosystème qui amène énormément d'informations à l'entreprise et qui lui donne aussi plus de clés pour à la fois de nouveaux business, mais aussi contribuer de manière plus positive au monde autour d'elle. Alors on a deux représentants du monde de l'entreprise ici, avec M. Cray et avec M. Chevalier. Cette forme de conscientisation, M. Chevalier, elle est réelle? Dans la pratique de votre société à vous, est-ce qu'elle se manifeste? Et si oui, comment? Oui, elle se manifeste de différentes manières. D'une part, clairement, la collaboration et le fait de... Notre société est essentiellement basée sur, quelque part, mettre en modèle le savoir des personnes autour de nous. Et donc, avec ça, faire des modèles plus intelligents qui permettent de rendre, quelque part, plus de connaissances aux entreprises où on les utilise. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants d'ailleurs qu'un bon modèle, c'est un modèle qui, après coup, paraît évident. Et donc, réellement, le but
du modèle, c'est de créer de l'intelligence autour de soi pour que les gens qui les utilisent se disent, mais au fond, la réponse, je l'aurais deviné. Mais évidemment, c'est après avoir utilisé l'outil qu'ils se rendent compte qu'ils auraient pu la deviner, parce que maintenant, ils comprennent beaucoup plus de choses et donc créent de l'apprentissage. Monsieur Cray, même question pour vous sur cette forme de conscientisation. Monsieur Lederer parlait de course quelque part, un petit peu de course au profit, et qu'il y avait un déclic qui pouvait se faire au travers notamment de ce type d'intelligence collective, notamment. Est-ce que ça se manifeste chez vous Ben, pas vraiment comme ça, en tout cas. Ce qui m'était apparu à un moment, c'était... bon, parce que les gens sont très conformistes. Quand on vient dans une entreprise... Monsieur Servan-Schreiber, d'ailleurs, l'a bien rappelé. On s'attend à avoir un poste, on s'attend à avoir une description de fonction, et donc on se met dans le moule. Et ce qui m'avait frappé il y a 4-5 ans, c'est que les choses devenaient de plus en plus complexes. C'est-à-dire que, étant chacun dans sa box, c'est très difficile de prendre des décisions collectives. Or, justement, l'idée, c'est que plus c'est complexe, au plus c'est difficile de décider. Et donc, la réflexion est venue d'une histoire relativement bête, c'est comment faire des étiquettes sur un sac pour répondre à toutes les régulations du monde entier. Et arriver à faire ça de manière collective. Bon, ben, la qualité va avoir son avis. Oui, il faut mettre toutes les régulations, il faut mettre dans toutes les langues. La production va dire, bah oui, mais moi, c'est pas possible, il faut que je produise et on peut pas arrêter ma machine tout le temps. Et puis, le commercial va dire, oui, mais c'est pour demain qu'il faut le faire. Et donc une fois qu'on décide, on n'arrive pas à décider, qu'est-ce qu'on fait dans une organisation normale? On envoie ça dans la hiérarchie. Et on envoie ça à un comité de direction qui connaît rien du tout à tous ces problèmes et qui va donc devoir se renseigner et puis donner une réponse qui va être reçue comme étant bah oui, mais ça on y a pensé, mais il y a encore ceci, il y a encore ça, et donc qu'est-ce que vous pensez là au-dessus qu'est-ce que vous foutez, quoi. Et donc en fait, l'idée est apparue qu'il y avait probablement des moyens d'arriver à avoir des décisions collectives. Et notamment chez nous, on a pris la sociocratie. Et donc ça, c'est pour moi une question déjà à M. Servan-Schreiber. C'est de savoir si finalement le consentement, donc la décision par consentement, est aussi une façon d'arriver à la meilleure décision possible. Bon, on va lui poser la question tout de suite. Pour nous autres qui ne sommes pas des professionnels de l'intelligence collective, qu'est-ce que c'est exactement la sociocratie? Qu'est-ce que vous voulez dire par décision par consentement? Alors, donc, c'est une façon de poser un problème. D'abord, de le comprendre, donc par un tour où chacun prend sa parole, soit avec un bâton de parole, mais systématiquement les uns après les autres. Donc il y a une répartition de la parole qui est régimentée, si on peut dire. Puis il y a ce que tout le monde veut faire, c'est-à-dire la réaction par rapport à la proposition de décision, d'arriver à exprimer, mais de manière constructive, c'est-à-dire à dire je pense que cette décision n'est pas bonne parce qu'il faut encore ajouter ceci ou il faut encore ajouter cela. Et puis le dernier tour qui est de décider en commun, et c'est là le consentement, c'est de dire systématiquement non si on a encore quelque chose qui gratouille dans sa tête, mais de dire oui, avec cette décision-là, je peux vivre. Et donc c'est ça le consentement, c'est de dire oui, avec ça, je peux vivre. Il n'y a pas de pari, il n'y a pas de pari. Oui, il n'y a pas de pari parce que vous n'essayez pas non plus de mesurer un risque. En revanche, là où je pense que ça fonctionne effectivement, d'ailleurs, la preuve que ça fonctionne, c'est que vous le faites, c'est parce que vous ne sollicitez pas les préférences de chacun, mais vous sollicitez leur prévision de ce qui peut marcher. Et à partir du moment où les gens se mettent comme ça en empathie avec le réel et avec ce que le décideur devra finalement choisir comme étant ce qu'il y a de meilleur pour le collectif, plutôt que d'être uniquement en empathie avec soi-même et avec ses propres désirs, ses propres préférences, à ce moment-là, ça va marcher. Alors,
ça amène à une autre question qui est le rapport entre le collectif et le collectivisme. Souvent, ceux qui parlent d'intelligence collective, notamment en politique, c'est pour que ça leur serve à eux, pas vraiment pour que ça serve à ceux qui doivent participer au processus d'intelligence collective. Et donc, c'est plutôt d'ailleurs les gens un peu plus à gauche qui vont vous dire c'est important d'arrêter de penser tout le temps à sa propre individualité, et de s'inscrire dans le collectif et de partager pour ce qu'il y a de mieux pour le collectif, etc. Mais ça c'est du collectivisme, quelque part. Et ça ne peut pas marcher, à mon sens, c'est pas ce qui va produire le plus d'intelligence, parce que les gens, pour participer à quelque chose intelligemment, doivent y trouver quelque chose pour eux-mêmes. Et c'est là où le pari, d'ailleurs, ça fonctionne très bien. On parie, donc on réfléchit, on essaye de gagner, on va se planter la plupart du temps, mais quand on agrège tous les gens qui se plantent, ça finit par marcher très bien. Mais chacun s'y retrouve, quelque part individuellement. Donc le processus d'intelligence collective qui va fonctionner le mieux, c'est celui qui va réussir à ne pas être dans le sacrificiel de l'individu pour le collectif, mais au contraire, comme le disait si bien Adam Smith, d'ailleurs, père du libéralisme quand même, c'est en favorisant la poursuite de la performance individuelle ou du bénéfice individuel qu'on va réussir souvent à obtenir ce qu'il y a de mieux pour le collectif, c'est-à-dire l'économie libérale, etc., où chacun essaye de faire de son mieux pour soi, et c'est comme ça qu'on obtient les économies qui finalement fonctionnent le mieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de régulation, pas de process, etc. Ça, cette conscientisation de l'intérêt collectif, elle est réelle depuis quelques années, un peu plus. Comment, parce que ce que vous venez de dire pointe du doigt quelque part la difficulté aussi de l'organiser dans une société. Comment vous, monsieur Lederer, c'est votre job en grande partie, de voir un peu comment cette mutualisation de l'économie peut se matérialiser au sein d'organisations, j'imagine. Comment, parce que c'est vraiment une vraie difficulté, comment penser collectif, penser intérêt général, c'est très difficile à organiser. On s'en rend compte aujourd'hui, en plus, dans une période comme on la vit aujourd'hui. En termes de management, je pense que les managers doivent beaucoup souffrir pour le moment. Quel est votre avis par rapport à ça ? Alors, en tout cas, bon, une des manières dont nous essayons de le faire, c'est en les éveillant à la mesure d'autres types de choses que ce qu'ils sont habitués à faire. Par exemple, disons, le modèle dans lequel on a été, si on veut, éduqué, le capitalisme qu'on a connu a été très très bon en fait, ce modèle est très très bon à valoriser ce qu'il peut mesurer. Et donc, on a mesuré l'argent et le profit. Et à partir du moment où on peut le mesurer, ça, c'était au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On avait besoin de. Voilà, disons, oui, tout à fait. Les outils qu'on utilise aujourd'hui ont été créés dans une période où l'argent était la ressource rare. Si on veut, l'économie, c'est la gestion. Aujourd'hui, elle coule à flot. Ce qui est rare, on va le gérer. Dans les années 60-70, l'argent était très cher, les taux d'intérêt étaient très élevés, on manquait d'argent les entreprises manquaient d'argent, pas forcément de main-d'œuvre ou de capitaux environnementaux à exploiter. Tous les outils qu'on utilise aujourd'hui ont été basés sur cette logique-là, et donc on a des outils qui fonctionnent très bien à mesurer et valoriser l'argent dans les entreprises aujourd'hui. Seulement, en 2020, on est arrivé à un moment où l'argent n'est plus la ressource rare. Aujourd'hui, dans le monde, alors évidemment, il est très mal réparti. C'est quoi la ressource ? La ressource rare aujourd'hui, c'est quoi alors ? Aujourd'hui, la ressource rare, alors on a certainement les capitaux environnementaux. Même en Belgique, on a des problèmes d'eau aujourd'hui qu'il aurait cru il y a 10 ans. Donc il y a toute une série, les ressources minières, etc., il y a toute une série d'éléments environnementaux qui deviennent rares. Il y a des capitaux humains. On a aujourd'hui énormément de burn-out, etc., du mal à trouver des managers compétents, etc. Et alors, celui auquel on pense un peu moins souvent, mais qui en fait est vraiment à l'avant de l'actualité ces temps-ci, c'est tous les capitaux sociaux, c'est-à-dire en premier lieu la confiance entre les gens, qui en fait est un élément, un liant invisible de toute l'économie. Et en fait, à force de mettre l'accent sur l'argent, ou moi, on a détruit des liens de confiance un petit peu partout. Et on voit aujourd'hui les dégâts que cela peut faire. On peut dire que dans quasiment toutes les crises politiques qu'il y a, en tout cas certainement dans les pays occidentaux, il y a un problème de confiance derrière.
guerre aux États-Unis, c'est criant et ça va probablement mal se terminer. Mais en Europe aussi, on voit en France, en Belgique, tout ça se délite. Et donc, il faut arriver, enfin, je m'éloigne un petit peu, la manière de recréer, de ramener de l'intelligence collective, c'est arriver à mesurer ces autres types de capitaux. Se trouver un équilibre entre trouver, les capitaux humains, environnementaux. On va continuer à mesurer l'argent, mais il faut apprendre à mesurer les capitaux environnementaux au même titre, donc dans des bilans, dans des PNL, etc., que l'argent, et aussi les capitaux sociaux. C'est quoi le niveau de confiance dans mon entreprise aujourd'hui? C'est quoi le niveau de confiance dans mes distributeurs, entre mes distributeurs? Et en fait, on a des très beaux exemples d'entreprises qui ont réalisé ça et qui, par exemple, ont imaginé une ligne de produits qui n'était pas forcément très rentable, mais dont le but, c'était de rétablir la confiance avec des distributeurs qui étaient malmenés par l'arrivée d'Internet, etc. Du coup, ils ont dit, bah, tiens, nous, on va faire une ligne de produits spéciale pour eux, pour rétablir le lien de confiance entre eux et nous, pour qu'ils continuent à distribuer nos produits. Et donc ça, c'est un très bel exemple de quand on commence à mesurer d'autres choses qu'uniquement l'argent. Et il y a vraiment énormément de progrès et d'avancées à faire dans ce domaine-là. Monsieur Chevalier, je voyais que vous acquiescez. C'est effectivement trouver un savant équilibre entre ces différentes formes de capitaux. Mais in fine, le but est quand même de faire du profit. Peut-être différemment, un profit plus durable, utile. On va le dire ça comme ça. Oui. Comment c'est fait chez vous? Chez nous, le but est vraiment, la société a été créée dans l'idée de, comme le disait M. Servan-Schreiber, on sera bientôt 8 milliards, on consomme, comme le disait Bernard Coulie, beaucoup trop de ressources. Et donc, je ne crois pas à un nivellement par le bas, mais par contre, un nivellement par le haut, ça veut dire arriver à avoir le même niveau de confort matériel en utilisant 10 fois moins de ressources. Et donc, ça demande en effet de travailler autrement et de mettre beaucoup plus d'intelligence dans tout ce qui utilise des ressources. Et donc, travailler différemment, ça veut dire quoi dans votre chef? Mais ça, je pense que je rejoins tout à fait Thomas. Commencer par mesurer les ressources qu'on n'a pas l'habitude de mesurer et être beaucoup plus efficace quand on utilise une ressource, d'avoir le meilleur output par rapport à cela. Et donc, ça a été la gestion de données, l'intelligence artificielle. Exactement, oui, avec ces outils-là qui permettent de réellement améliorer, et on le remarque dans les entreprises avec lesquelles on travaille, souvent ils ne se rendent pas compte du gaspillage. Et c'était ça, quelque part, le défi au départ quand on a créé l'entreprise, de dire, il n'y a personne qui se lève le matin en pensant qu'il gaspille beaucoup de ressources. Néanmoins, en mettant les choses ensemble avec des modèles de plus en plus sophistiqués, on se rend compte que oui, il y a moyen d'économiser énormément. Et donc, bien, vous nous faites gagner vraiment beaucoup en ressources naturelles, par exemple? Oui, énormément. On veut tout savoir. À un moment donné, on avait fait le calcul quand on nous avait demandé d'être un exemple de ce que fait la Wallonie pour la COP 21. Et on avait fait le compte à ce moment-là dans notre entreprise et on s'est rendu compte que par employé, on arrivait à diminuer de 300 000 tonnes de CO2 chez nos clients. Évidemment, c'est parce que nous, on n'aimait pas autant de CO2, mais grâce au travail de ce qu'on fait, la réduction de CO2 qu'on pouvait estimer dans l'ensemble de nos clients représentait l'équivalent de 300 000 tonnes par employé. Donc, il y a vraiment des leviers énormes insoupçonnés qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça que j'étais très intéressé de l'intervention de Thomas, de dire oui, en fait, c'est la question de la mesure qui est sous-jacente à cela. Et voilà, je me demande comment mesurer les autres choses. La partie environnementale, je le vois bien, mais il faudrait peut-être que d'autres personnes travaillent aussi sur le capital social et le capital humain. Ils sont deux autres défis manifestement très intéressants. Monsieur Servan-Schreiber, on parle de capital humain. Alors, on va le mettre juste un petit peu de côté pour poser ma question, mais on parle d'intelligence collective, on parle d'intelligence artificielle,
On parle de croissance durable, on sent qu'il y a au sein des entreprises une vraie conscientisation qu'on est dans une phase de transition un peu poussée dans le dos par l'urgence climatique, etc. etc. On ne va pas se mentir. Mais est-ce que ce capital humain, aujourd'hui, peut répondre par, je dirais, ses profils, sa formation, ses capacités, peut répondre aux défis et à cette transition qui, manifestement, se déroule très, très rapidement? Je vais dire autrement, peut-être parce que les gens sont suffisamment compétents. Les gens sont incroyablement adaptatifs. C'est ça qui a fait notre succès par rapport aux autres animaux. Et c'est ça, d'ailleurs, qui crée le problème pour le reste de la planète, pour le reste de l'écosystème. Donc, on s'adapte incroyablement vite. Vous avez des enfants, moi aussi, ce sont déjà des aliens. Ils ne vivent pas sur la même planète, ils ne perçoivent pas le monde de la même façon. Et quand vous dites on est poussé dans le dos par l'urgence climatique, non, on est poussé dans le dos par, comment s'appelle cette jeune fille chez vous, Adélaïde Charlier, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, Adélaïde Charlier. Et d'autres, on a tous des enfants chez nous qui nous poussent dans le dos. Les entreprises changent au niveau des ressources humaines, c'est très frappant. Même l'implémentation de l'intelligence collective dans les entreprises, j'ai commencé il y a 20 ans à essayer de travailler avec les entreprises pour faire des systèmes d'intelligence collective, pour changer un peu la façon dont les décisions sont prises, etc. Il y a 20 ans, c'était impossible. Ils vous regardaient comme si vous parliez du chinois. Aujourd'hui, ça paraît évident. Pourquoi ? Parce que les types qui, à 20 ans, plutôt les types qui aujourd'hui ont votre âge, il y a 20 ans, ils étaient déjà sur Internet toute la journée, alors que le quadra qui était dans l'entreprise, qui prenait les décisions, il n'avait jamais entendu parler de ce truc-là. Donc aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir sont des gens qui ont grandi dans les réseaux sociaux, qui ont grandi dans tout ça. Et les jeunes qui arrivent sur le marché, les talents que les entreprises ont besoin de recruter, sinon elles vont mourir, parce que c'est quand même la guerre pour les talents aujourd'hui, eh bien, ces entreprises sont obligées de s'adapter aux demandes de ces talents, qui est tout simplement que leur intelligence soit prise en compte, et pas uniquement dans la box dans laquelle on les a mis, mais pour tout, parce qu'ils sont habitués à donner leur avis sur tout le temps. Que ce soit à la maison, sur les réseaux, la vie sociale, etc. Alors pourquoi pas au bureau aussi ? Et donc du coup, les entreprises sont obligées de s'adapter à ça. Et la société entière va être obligée de s'adapter au fait que les jeunes réfléchissent différemment, perçoivent le monde différemment, perçoivent l'économie différemment. Si on parle aujourd'hui de changer le capitalisme, c'est quand même totalement étonnant. C'est quand même la 3e ou 4e discussion que j'ai cette année dans des forums comme ça avec des gens quand même sérieux qui travaillent, etc. Enfin, pas des jeunes chômeurs, pas des enfants véganes ou je ne sais quoi, enfin des gens sérieux, quoi. Et on parle de quand même de tirer la nappe et de balancer tout ce qu'il y a dessus et de remettre le couvert de façon complètement différente. C'est quand même très étonnant et on est poussé à ça par les jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie malgré tout Monsieur Lederer, je vais vous poser la question à vous. Une forme d'hypocrisie à se dire on va prendre en compte différentes formes de capitaux, on va plus faire attention à l'humain, on va faire attention à l'environnement, la croissance durable. Finalement, la finalité, c'est quand même de gagner des sous, non ? Je veux dire, elle dépend quand même, notre prospérité, elle dépend quand même essentiellement des bénéfices qu'on peut générer pour assurer un modèle social ou que sais-je, non ? Alors, pour beaucoup de personnes, oui, c'est encore ce qu'ils ont en tête, mais c'est de moins en moins vrai. Aujourd'hui, notre prospérité dépend de plus en plus, et spécialement dans des pays comme ceux-ci où on vit quand même bien, globalement. Notre prospérité, elle dépend de plus en plus, non pas de l'argent qu'on a sur nos comptes en banque, parce que finalement, si on en a beaucoup, il dort dessus, mais finalement de l'environnement qu'il y a autour de nous. J'ai toujours l'exemple en tête de personnes qui sont très très riches, mais qui vivent dans une ville où il y a des inégalités qui sont abyssales, comme on a en Amérique du Sud, des choses comme ça. Ces gens ne peuvent pas sortir pour aller acheter le pain sans un garde du corps, sans monter dans une voiture blindée. Quelle vie est-ce que c'est ? Ça, ce n'est pas une vie agréable. Et donc, en fait, le modèle aujourd'hui, je dis ça pour dire que le modèle qui lie bien-être avec beaucoup d'argent, à partir du moment où l'accumulation d'argent se fait au détriment de tout ce qui nous entoure, eh bien, en fait, on est en train de créer une société où, avec plus d'égalité, plus de colère, moins des environnements où il y a de la pollution, où du coup, on va avoir un cancer de la gorge, etc., ben, c'est un petit peu idiot. On ferait mieux de
remettre l'argent à sa juste place, qui est on en a besoin pour vivre, c'est certain, mais l'accumuler n'est pas forcément une bonne idée si ça se fait au détriment de mes voisins. Il vaut mieux que mes voisins mangent à leur faim et que j'ai un petit peu moins d'argent, mais au moins je serai en sécurité. Et voilà, ça c'est un petit peu le... Monsieur Craé, est-ce que vous regardez moins qu'avant le compte en banque de votre entreprise? C'est vrai que je ne suis pas trop porté sur la rentabilité. Je me faisais la réflexion en écoutant que et la question, c'est finalement, c'est quoi la représentation de l'argent qu'on se fait? Aujourd'hui, on a l'impression que l'argent ne vaut plus grand-chose puisque les taux d'intérêt ne sont plus là. Enfin, ils sont nuls ou négatifs. Et on a l'air de dire que finalement, on peut en créer autant qu'on veut par la Banque centrale et finalement annuler les dettes, etc., etc. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, finalement, c'est une question de confiance. À partir du moment où on n'aura plus confiance dans sa monnaie, ce sera plus que du papier ou ce sera plus que des lignes dans l'ordinateur, mais ça ne signifiera plus rien. C'est peut-être là où il y a le basculement entre ce que vous demandiez, oui, mais finalement, c'est le bénéfice qui compte. Mais si la monnaie ne vaut plus rien, le bénéfice, on s'en fout. Donc alors, on retombe sur quelque chose qui est beaucoup plus fondamental, c'est pourquoi on vit. Si on élimine son but. Alors cette discussion touche tout doucement à sa fin, parce qu'on aimerait bien quand même vous donner la possibilité de poser quelques questions aux panélistes. Quand même terminer avec vous, Monsieur Servan-Schreiber, je vous pose la question cash. Est-ce que l'intelligence collective est au service du capitalisme? Oui, je pense. Enfin, je ne sais pas ce qu'on veut dire par capitalisme. Moi, je parlais d'économie libérale, qui a quand même bien réussi. Les meilleures économies aujourd'hui sont celles qui font confiance à la diversité des acteurs, à leur indépendance de mouvement, en imposant quand même une sorte de cadre de régulation qui fait que ça ne devient pas la jungle, et notamment, par exemple, des lois antitrust qui préservent la diversité des acteurs. Donc, je pense que l'économie libérale plus ou moins régulée, qui s'éloigne de l'étatisme et du collectivisme, est quelque chose qui a fait la preuve de son intelligence collective. C'est-à-dire que ça correspond bien aux principes d'intelligence collective que j'ai présentés. Donc c'est valide scientifiquement, si vous voulez, comme approche économique. Voilà. Donc ça, c'est assez rassurant. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas tout bazarder avec l'eau polluée de la planète. Cela dit, je voudrais juste rebondir sur cette histoire de capital humain et de produit intérieur brut qui a été jusqu'à aujourd'hui l'aune de ce qu'il y a de plus important. Il y en a qui poussent l'idée qu'on devrait s'intéresser plus au bonheur intérieur brut, des mesures du bonheur. Les indicateurs du Bhoutan, notamment. Du Bhoutan, mais il y a aussi à l'ONU un groupe qui publie tous les ans le World Happiness Report par des gens très sérieux dans les meilleures universités du monde. Avec cette idée que c'est cette mesure du bonheur qui a différentes composantes qu'on peut mesurer, dont une évidemment naturellement économique, l'autre c'est la qualité de l'environnement, etc. Enfin, il y en a plusieurs. Mais donc on peut mesurer le niveau de bonheur des gens. Et l'idée géniale, c'est de se dire toutes les politiques devraient être mises en place, devraient viser à augmenter le bonheur intérieur, le happiness level des gens. Que ça soit donc on considère une loi, que ça soit diminuer la vitesse sur les autoroutes, changer la façon dont on va conserver l'eau, l'agriculture, je ne sais quoi. Est-ce que ça va, au final, augmenter ou pas le bonheur des gens, disons, dans 2 ans? Et c'est marrant parce qu'on mène en ce moment une expérience là-dessus, où on a mis $20 000 sur la table. Enfin, il y a des philanthropes qui s'intéressent à ça, qui ont mis les $20 000 sur la table, en disant on va donner $20 000 à ceux qui font les meilleures prévisions sur les effets à 2 ans ou 4 ans de l'élection de Trump ou Biden. Et du coup, en se disant, ça peut peut-être nous informer sur pour qui on veut voter, suivant la variable qui nous intéresse le plus. Donc on regarde 5 variables. Il y en a une, c'est le nombre de morts de Covid dans 2 ans ou 4 ans, si Trump est élu ou si Biden est élu. Est-ce que ça fait une différence? On ne demande pas aux gens
est-ce que vous pensez que ça fait une différence? On leur dit, vous pariez. Et puis ceux qui font les bonnes prévisions, ils gagnent une partie des 20 000 $. Donc ils sont débiaisés quelque part. Ils disent pas, ils se font pas plaisir, ils essayent d'avoir raison. Puis nous, on agrège tout ça et ça nous donne un résultat qui est marrant. Donc il y a le nombre de morts de Covid, il y a le taux de chômage aux États-Unis, il y a le S&P 500, où sera le S&P 500, et puis il y a happiness. Quel sera le niveau de bonheur des Américains dans 2 ans ou 4 ans si Trump est élu ou si Biden est élu? Sur laquelle de ces 5 variables est-ce que ça fait une différence, d'après les parieurs? Et le résultat, très intéressant, c'est que sur toutes les mesures économiques, emploi, stock market et PIB, ça fait 0 différence. Biden ou Trump, ça ne changera rien, ça sera les mêmes chiffres. En revanche, sur le nombre de morts Covid, avec Trump, il y a 30% de plus. Et sur le niveau de bonheur, c'est encore pire. Dans tous les cas, c'est pire. Mais c'est encore pire avec Trump qu'avec Biden. Voilà. D'accord, merci en tout cas.